Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas, wesh. Ça se dit pas. Les intérêts spécifiques. Zelene subile ocite, zelene subile marame, zelene subile ocite. Je ne vis tellement pas dans le même monde. Pourquoi je suis sur cette planète? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça ne se dit pas. Un épisode sur les intérêts spé, c'est génial, on va pouvoir en parler en long, en large et en travers pendant 3 heures. Quel est votre intérêt spé? Parlez de mes intérêts spé. En psychologie, le terme intérêt spécifique désigne une fascination profonde pour un ou des sujets particuliers, se traduisant par une attention soutenue et focalisée, souvent avec une profondeur de connaissance remarquable. Pour les personnes autistes, ces intérêts peuvent être intenses et parfois exclusifs, durer dans le temps, mais aussi évoluer, et représenter une source de bien-être, de motivation, de plaisir et d'épanouissement. Les intérêts spécifiques ont aussi pour fonction la régulation en cas de surcharge émotionnelle ou sensorielle. Ils sont également un outil d'adaptation et de mise en relation à l'environnement car ils apportent des connaissances et des compétences et renforcent l'estime de soi. Moi, j'ai l'impression que dans ma vie, il y a un peu 2 gros blocs d'intérêt spé. Mon premier bloc d'intérêt spé quand j'étais enfant, c'était les sciences naturelles. Donc c'était, mais c'était tout, c'est-à-dire c'était la biologie, la géologie, les fossiles, etc. Je collectionnais les pierres, les animaux, les plantes. À chaque fois à Noël, je demandais des encyclopédies. Et c'était vraiment tout tourné autour de ça, quoi. Et j'étais persuadée que... Enfin, à l'époque... même que t'allais devenir biologiste? Ouais, même quand j'avais 12-13 ans, mais je me voyais pas faire autre chose. J'étais passionnée depuis que j'étais tout petit. Donc c'est vrai que Et puis du coup, ça a switché... à l'adolescence, du coup? À l'adolescence. Mais alors du coup, voilà, quand même, cet intérêt pour les sciences nat et la nature et la biologie, c'était peut-être pas un hasard non plus, parce que j'ai quand même grandi vraiment à la campagne, à côté d'une forêt. Ouais, ça, c'était ton environnement, en fait. Donc c'était mon environnement, et c'était un terrain de jeu absolument extraordinaire quand t'es enfant. Et donc ouais, je pense que j'avais besoin de comprendre... voilà, les insectes, qu'est-ce qu'ils foutaient, comment ils fonctionnaient, comment ils mangeaient. Donc je passais mon temps à les observer. Je voulais être entomologiste aussi, ça a été un grand truc, ça, entomologiste. C'est quoi ça? C'est l'étude des insectes. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je pense aux fourmis. Tu bouffais les fourmis, non? Non, par contre, j'avais un cousin qui partageait ma passion et lui, il cramait les fourmis. Ah, c'était ça que tu m'avais dit. Et... Qui est-ce qui m'a dit qu'il bouffait les fourmis? Bon, bref, on s'en fout. Pourquoi je repense à ça? Mais je pense que lui, il a dû tester, ouais. Il a dû bouffer les fourmis. Mais voilà, et puis... Oui, donc c'était ton environnement, donc il y avait une certaine... Bah, il y avait un lien, quoi. Il y avait... c'est pas comme si j'habitais en appartement au 5e étage et que je m'étais passionnée pour les insectes, tu vois. Les insectes, ils faisaient complètement partie de mon environnement. Et d'ailleurs, bon, ça a pas tout à fait à voir, mais moi, je suis persuadée que ça a complètement... cet environnement-là, il a aussi façonné mon rapport à la mort, en fait. Parce que quand tu grandis dans la nature ou à proximité vraiment de la nature, la mort, elle est présente tout le temps, en fait. Tous les jours, tu trouves... penser à la Croatie. Bah, tous les jours, tu trouves un animal mort. Ou, voilà, un oiseau, des insectes, tous les jours. Donc, tu as quand même une conscience assez aiguë de ça,
tu vois, comparé peut-être à des enfants qui grandissent en milieu urbain et qui sont pas forcément confrontés à ça. Moi, j'étais confrontée à ça quand je partais en Croatie l'été, que quand on arrivait, t'avais mon oncle qui disait « Allez, on va tuer le cochon, vous êtes arrivés, on va tuer le cochon !» Oh mon Dieu. Et moi, j'étais là, je prenais des gants et un panier et j'allais sauver les petits cochons. Je rentrais dans l'enclos de la truie qui pesait 6 fois plus que moi et je sauvais les petits porcelets. Mais ouais, je comprends que du coup de vivre en campagne en fait, ça fait que t'es beaucoup plus proche du vivant, que donc forcément t'es beaucoup plus proche de. Ouais. Puis du coup, c'est pas la même chose quand c'est la mort qui est donnée par l'humain ou quand c'est la mort qui arrive dans la nature. En fait, tu vois, c'est un truc, c'est inéluctable en fait. Tu assistes un peu au cycle de la vie entre guillemets. C'est ça, t'es dans le vivant en fait. C'est ça, t'es dans le vivant. Donc voilà, c'était un peu une parenthèse du coup. Mais donc après, ça a switché quand j'étais au collège. Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs, mais notamment c'est que c'est vrai que moi, j'étais toujours excellente en tout ce qui était sciences nat au collège et tout ça, et que là, je suis tombée sur une prof absolument détestable qui d'un coup m'a fait détester la matière que j'adorais. Et elle m'en a dégoûté, quoi. Et puis aussi, finalement, c'était en 3e, je crois, et c'était le moment où finalement les sciences nat se concentraient beaucoup plus sur l'humain. Et je pense que du coup, pour moi, y a un truc qui m'intéressait moins, en fait. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de trucs qui a fait que... Et puis, je crois aussi que j'ai quand même senti par souci d'intégration, parce que j'étais identifiée comme fille à l'époque, et autant te dire que les nanas... c'est con à dire, mais les sciences et les sciences nat, c'était pas franchement leur sujet de discussion à la récréation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc je pense qu'il y a un truc aussi où je me suis fait un peu une forme de violence, ou en tout cas j'ai senti qu'il fallait que je change, qu'il fallait qu'il y ait un truc qui change en fait. Que tu devais t'adapter à autre chose. Que je devais m'adapter et que je devais trouver d'autres centres d'intérêt. Et je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais donc j'en suis arrivée au début de mon 2e bloc d'intérêt spé, qui est donc les arts et la création artistique, et ça a commencé par le cinéma, qui a été d'abord un refuge vraiment social, parce que le collège, le lycée, ça a été quand même des périodes absolument horribles, enfin surtout le collège, mais même le lycée, franchement, c'était pas évident. C'est dur aussi. Et donc le cinéma a vraiment joué un rôle de refuge, et aussi pour moi d'études des codes sociaux. À travers le cinéma, j'essayais de comprendre comment fonctionnaient les humains, ce qui m'avait assez peu intéressé jusque-là, mais je pense qu'il y a un truc où je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que tu comprennes, par survie en fait. C'est un peu ça. C'est une des fonctions des intérêts spécifiques en fait, c'est d'acquérir certaines compétences aussi en fait, tout à fait. Sociales, ou d'avoir des capacités d'adaptation à notre environnement en fait. Oui, ça a une fonction en fait sociale, et c'est une fonction vitale, l'intérêt spé, mais ça a une fonction sociale aussi, quoi. Oui, alors je sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment des centres d'intérêt, des intérêts spécifiques qui vraiment n'ont pas du tout d'utilité, entre guillemets, mais ça a forcément une utilité. Soit ça a une utilité de refuge, soit effectivement de développer des compétences. De régulation, surtout. De régulation, bien sûr. Ouais. En fait, il y a des intérêts spé qui sont... généralement, les filles ou les personnes assignées filles... pour les diagnostics, on passe à la trappe en fait, parce que on a des intérêts qui sont beaucoup plus passe-partout. Tu vois, les animaux, la danse, des trucs comme ça, alors que normalement un autiste, c'est quelqu'un qui regarde les trains passer, quoi. Tu vois, ou qui est à fond sur l'informatique, ou voilà, qui a une obsession sur un objet précis, alors qu'en fait, tu vois, c'est bien plus que ça, quoi. Donc oui, ça c'est les clichés, encore une fois. De l'autisme aussi. Bah oui. Eh bien, il y a un envolé de... de Corneille. Je pense que c'est de Corneille. Ouais.
Est-ce que tu savais qu'on partage 40% de notre ADN avec les bananes? Mais figure-toi qu'en fait, les bananiers, c'est de la même famille que les oiseaux de paradis et plein d'autres fleurs en fait qui s'appellent les héliconiaceae. Et est-ce que tu savais, celle-là je l'aime bien, que l'éléphant, avec l'être humain, c'est le seul mammifère à avoir un menton et 4 genoux. D'ailleurs, la fleur du bananier, qui est en fait la partie mâle, parce qu'en fait, les bananes sont des ovaires. Sont des ovaires qu'on laisse grandir, en fait, qui ont dégénéré un peu. Et il y a une fleur qui est la partie mâle, mais qui en fait ne sert à rien et qu'on coupe pour que les bananes puissent se développer. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de fécondation, entre guillemets, dans cette plante. C'est marrant, hein? Est-ce que tu savais qu'il y avait des canards arboricoles? Ils font leur nid dans les arbres, mais en fait, ils sont pas capables de creuser en fait un arbre. Donc généralement, ils utilisent les nids qui sont faits par le pic noir. Voilà. Donc le cinéma. Ouais, ça a d'abord été le cinéma, et puis après, un peu plus tard, quand je suis arrivée en terminale, j'ai vraiment ressenti le besoin de, voilà, le cinéma, t'es très passif en fait. T'es spectateur, t'es pas acteur. Et j'ai senti qu'il fallait absolument que je m'exprime et le cinéma c'était très compliqué parce que réaliser un film, même amateur, c'est super compliqué. Il faut une équipe, c'est une entreprise collective, etc. Tu fais pas un film tout seul. Et moi je savais qu'il me fallait un truc rapide là que je pouvais faire, et j'ai passé quand même un certain temps coincé dans cette certitude qu'il fallait que je trouve un moyen d'expression sans le trouver. C'est rude ça. Ouais. Et en gardant le cinéma comme refuge, et puis jusqu'à ce que, un petit peu par hasard, finalement, je me retrouve aux Beaux-Arts. Et là, effectivement, j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à réfléchir à des œuvres que je pouvais créer. Et là, du coup, ouais, ça a tout changé parce que d'un coup, j'étais plus passif, quoi. J'étais pas juste spectateur, j'étais acteur, j'étais créateur. Donc là, je suis passée vraiment... je suis devenue créateur. Et du coup, ces études aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts, c'est quand même une formation assez pluridisciplinaire, où tu approfondis un peu ce que tu veux. Mais du coup, ça cloisonne pas. Donc je me suis jamais interdit rien. Si j'ai envie de développer un travail photo, je développe un travail photo. Si je veux faire de la peinture, je fais de la peinture. Faire du son, faire de la vidéo, etc. Et donc ça, voilà, c'est donc la deuxième grosse catégorie, mon deuxième bloc d'intérêt qui regroupe toute forme de création artistique, en fait, et de médium artistique. Mais tu as dit que tu avais 2 gros blocs d'intérêt SP, mais en fait, il y en a un troisième qui est quand même évident et que tu as oublié. Enfin, Wolfie. Disons que la psychologie, c'est quand même un truc super important en et parallèle, présent dans ta vie, quoi. Vrai. Alors ça, tu vois, pour le coup, c'est un intérêt SP que j'ai développé par nécessité, puisque me retrouvant en psychiatrie autour de 15-16 ans, il a fallu que je comprenne. J'ai aussi assez vite vu que les psychiatres, etc., c'était quand même un petit peu approximatif. Et que si je cherchais pas par moi-même, en fait, il y a que moi qui pouvais, entre guillemets, résoudre les problèmes. Et donc, là, j'ai commencé vraiment à me documenter. Et c'est vrai que ça m'a passionnée. Et je pense que j'avais une attirance, en vrai, pour ça depuis longtemps. Mais d'ailleurs, je pense que c'est un peu lié à la création artistique. Je pense que c'est un peu lié à ces clichés qui sont véhiculés dans la culture populaire, de l'artiste un peu fou. Ouais. Voilà, je me sentais très proche de ces deux figures, de la figure de l'artiste et du fou, en fait. Je me sentais proche de ces deux figures-là sans être vraiment... et puis bon, il se trouve que par la suite... Oui, puis ça s'est peut-être aussi mêlé, quoi. À travers le travail artistique, tu as certainement dû... Il y a des choses qui sont passées de la psychologie, certainement. Complètement. Et de ta psyché. Enfin, c'est toujours un peu lié, quoi. Même si... sans parler du cliché, au-delà du cliché de l'artiste fou, tu vois, ou dépressif, ou tu vois. Oui, puis sans compter que dans les études aux Beaux-Arts, c'est pas que de la pratique. On a aussi énormément de recherche théorique qui se nourrit de la psychologie, de l'anthropologie, des sciences, de tout ce que tu veux. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, la jonction des deux a été quand même assez... Et finalement, dans l'art, en fait, peut-être que tu as trouvé... l'art, ça permet d'explorer. Pas l'épisode sur l'art. Non, mais ça permet d'explorer tout. Oui, puis c'est ça, c'est que ça regroupe beaucoup de choses, en fait.
ça peut regrouper à la fois ton intérêt pour les sciences comme ton intérêt pour la psychologie, pour la matière, pour enfin voilà tout ça. Tout à fait. Après, je vais avoir des trucs plus un peu plus spécifiques. Par exemple, j'ai une grande passion pour la mission Apollo. Oui, voilà. En fait, j'ai regardé tous les films sur la mission. C'est ce que j'allais te demander. Comment ça se transcrit concrètement dans le quotidien, en fait. Tu vois, est-ce qu'il y a des choses vraiment par exemple, voilà, ce truc de la mission Apollo 11, avec le LEM qui a l'Uni, qui a atterri sur la Lune. J'ai regardé tous les films de fiction, de reconstruction, tous les films de la NASA. C'est vrai que j'aime faire un tatouage du LEM. Mais voilà, en fait, c'est ça, parce que l'intérêt, en fait, ce qu'on appelle l'intérêt spécifique, c'est que ça prend une forme vraiment complète. Après, si tu prends la création artistique, moi, c'est ce que je te disais la dernière fois, je crée tous les jours, quasiment tous les jours. C'est mon mode de vie, en fait. La création, c'est mon mode de vie. Donc, c'est un intérêt spé, mais c'est devenu un mode de vie, en fait. Oui, c'est vraiment ton quotidien, quoi. Ouais. Et sans ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est ça qui régule, toute ma vie, hein. Dès que je vais pas bien, mon premier réflexe, c'est de travailler, je crois, en fait. C'est de me... Ouais. Oui, tu te plonges dans ce qui te régule, en fait, donc dans tes intérêts, en fait. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais pas. C'est les 3 grands axes, en fait. C'est déjà pas mal, ça prend beaucoup de temps, en fait. C'est ça, en fait. C'est concrètement le temps que ça nous prend et la place, l'importance que ça a dans nos vies, en fait. Là, je suis en train d'adapter ma salle de bain pour refaire un labo photo dedans, un labo photo argentique. Ce que j'avais déjà fait, quand j'avais 20 ans à l'époque. Et donc là, en fait, ça fait 4 jours que je suis en train d'éplucher les sites parce qu'en fait, j'ai besoin de certaines choses qui me manquent, etc. Et j'ai l'impression que c'est Noël, quoi. Tu vois, c'est l'euphorie. Oui, j'ai envie de me retrouver à nouveau dans ce cocon qui est le studio photo dans le noir, avec cette ambiance si particulière et puis cette magie si particulière. Même l'odeur des produits chimiques, ça me fait rêver, tu vois. J'en suis là, tu vois. En fait, tout ce qui est lié à nos intérêts, ça nous met tellement en joie, en fait, de faire des recherches. Moi, l'autre jour, j'ai regardé pendant 2 heures quel argentique j'allais acheter, tu vois. Chercher, quoi. Et rien que de chercher, en fait, je dis c'est trop bien, tu vois. On parlait la dernière fois des gens qui n'ont pas forcément de passion. Mais alors, quelle est la différence vraiment entre un intérêt-spé et une passion, finalement? En fait, intérêt-spé, c'est un terme clinique, en fait. C'est un concept clinique. En fait, les neuroas te diraient qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de... Mais c'est ça, nous, on ne voit pas de différence. On ne voit pas de différence. Sauf qu'en fait, la clinique dit qu'il y a une différence dans le sens où les intérêts-spé, ils sont restreints, ils sont jugés comme... anormaux aussi, en fait, inappropriés, envahissants. Hein, on dit qu'ils sont envahissants, en fait. Mais quand tu as une passion, c'est ce qu'on disait, en fait. Tu vois, tu vas pas, on va pas juste se dire, tiens, ce week-end, je vais faire de la cuisine, tu vois. Non, nous, de la cuisine, on va la vivre tous les jours. C'est ça, ça devient un mode de vie. En fait, ça devient un mode de vie, en fait. C'est ça. Ça devient complètement incorporé à la vie, en fait. Je pense que c'est en lien avec nos identités, en fait. Oui, puis ça a une fonction dans nos vies. C'est ça. Mais justement, on parlait des gens qui n'ont pas de passion. Moi, je suis infiniment reconnaissant d'avoir ça, d'avoir tous ces intérêts-spé, parce que ça illumine ma vie, quoi. Je veux dire, l'excitation, la joie,
Puis c'est en lien avec le vivant, enfin avec la vie qui est en nous. Et puis la régulation, enfin le soutien que ça peut apporter dans les moments difficiles aussi, tu vois. Moi je sais que ça... Ah bah moi j'aurais pas eu mes intérêts, je serais... Bah c'est ça, mais vie, je crois qu'on peut dire ça tous les deux en fait. Tu vois, clairement. Alors, du coup, toi, tes intérêts SP? Moi, depuis que je suis dans l'enfance, du coup, la danse. En fait, moi, mon plus gros intérêt SP, c'est la danse, en fait. Que j'ai commencé quand j'étais enfant. La danse, ça m'a accompagnée. Je pense que c'est venu réguler une hyperactivité, un besoin de vestibulaire et proprioceptif, tu vois. J'avais besoin d'équilibre en fait et j'ai touché à plein de styles de danse de mes 6 ans à mes ça s'est jamais arrêté en fait. Mais il y a eu à 16 ans j'ai commencé la danse, j'ai découvert la danse égyptienne et là ça a été je crois que c'est vraiment, pour le coup, tu vois, quand on parle de clichés d'intérêt spécifique et de comment se décrit un intérêt spécifique, la danse égyptienne, pour moi, ça a été vraiment... ça regroupait tout, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé, et puis... la danse en général, mais à ma vingtaine, de mes 16 à 22, 24, j'étais tellement à fond de danse. Et je passais des nuits entières à écrire des chorés, à danser, à fabriquer des costumes, pour la danse égyptienne, à checker tous les différents styles de danse qu'il y avait, le folklore, le classique, à checker tous les codes au niveau de la musique, du coup qui correspondent aussi à certains mouvements, tous les instruments de musique, toutes les rythmiques différentes. Je regardais des vidéos, mais par centaines, que je connais par cœur, que j'ai regardé je ne sais combien de fois et que je continue de regarder encore aujourd'hui. J'ai checké même les biographies des danseurs, des danseuses et des chorégraphes. Enfin, tu vois, du coup, ça, vraiment, c'est quand j'ai raconté ça à Lenopi, elle m'a dit « Oui, d'accord. » Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment la définition de comment on voit un intérêt spécifique. C'est-à-dire qu'on va on va devenir spécialiste, en fait, oui, c'est ça. De notre sujet. Et du coup, la danse, c'est vraiment... ce qui me passionne le plus en fait et qui me rend euphorique et qui me régule en même temps. Enfin, je sais pas si tu te rappelles quand on est allé voir le spectacle de Sharon Eyal, j'étais complètement dingue en fait. Du coup, ça c'est mon gros intérêt. Et après, quand j'étais enfant, il y avait les animaux aussi. C'est tourné autour des chats. En fait, moi j'avais 2 bouquins quand j'étais enfant. C'était un bouquin sur les chats, un bouquin sur les loups. Et je me rappelle encore de ces bouquins et de la couverture et de ce qu'il y avait à l'intérieur, et je les aimais trop d'ailleurs, je sais pas où ils sont passés. Ouais, un sur les chats et un sur les loups. Et donc les chats, en fait les animaux et les chats en particulier, c'est un de mes intérêts. Et en fait, ou alors à 3h du matin, je check des faits insolites sur les animaux, quoi. Voilà, ça c'est un truc par exemple aussi que j'adore faire, ou les documentaires animaliers. Après, il y a eu l'ésotérisme, mais ça c'est un truc que je dis pas trop parce que j'ai un peu honte, mais tout ce qui est sorcellerie, astrologie, numérologie, tout ça, tu vois, c'est un truc aussi qui me passionne. Mais à 12 ans, je lançais des sorts, si tu veux. Enfin, pareil, j'avais mes petits rituels, mes bougies, tu vois, à un moment, j'étais à fond dans les pierres. Et il y a des chauves-souris. D'ailleurs, le jour, je me suis renseignée sur comment les chauves-souris chassaient. Bref. Les pierres. Les pierres, j'en ai fait la collection, mais en fait, les propriétés des pierres, tout ça, enfin, tu vois, c'est un truc aussi qui m'a vachement intéressée. Mais je pense que du coup, c'est un lien aussi avec un autre intérêt que j'ai, qui est le vivant, pareil, qui est la nature. J'ai quand même fait des études en viticulture-œnologie. Je me fais des cahiers, je passe des nuits à faire des cahiers sur la permaculture, sur les plantes médicinales, sur les huiles essentielles. Enfin, tu vois, j'ai plein... Et je passe énormément de temps là-dedans, quoi. Et du coup, après, arrivé à la vingtaine, trentaine, pareil, par nécessité, je pense, à début vingtaine, ou même avant, fin d'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie et à la psychologie, en fait. À comprendre comment fonctionne l'être humain.
Et ça a été un gros paquet, et ça l'est toujours, et on en a quand même fait un podcast, quoi. Tu vois, c'est une des formes que peut prendre un intérêt-SP. Et quand on se questionnait sur l'autisme, on parlait de l'autisme tous les jours, et sans s'en lasser, et jusqu'à ce qu'on a besoin de faire le tour complet d'un sujet, en fait, pour sentir que, ok, là c'est bon, c'est intégré, il y a des choses qu'on a compris, il y a des choses que... Moi, ce qui est super excitant pour moi avec le podcast, c'est que du coup, il y a à la fois mon intérêt SP psy et l'intérêt SP création artistique, ce qui va faire que je vais passer je sais pas combien de temps à apprendre à me servir d'un logiciel son que je connais pas du tout. Et en fait, en 3 jours, je sais plus, assez rapidement, j'ai réglé l'affaire parce qu'en fait, il fallait que je trouve une solution pour qu'on puisse faire le truc. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, je suis capable de déployer une énergie. On le fait en montage pendant 2 jours, 3 jours. Alors déjà, je fais des montages qui durent 2 jours, mais même quand il faut que j'apprenne à me servir de logiciel, en général, je ne fais que ça jusqu'à ce que j'y arrive en fait. Et c'est là qu'effectivement, ça peut quand même être un peu envahissant sur la vie. C'est que Wolfie, t'as mangé ? Voilà. Wolfie, bois de l'eau. Wolfie, t'as fait pipi. Voilà. Wolfie, va t'aérer. Je peux assez rapidement... Tu te mets dans ta bulle montage et en fait oui, on oublie nos besoins essentiels, et moi c'est pareil en fait quand et je me rends pas compte, enfin là tu vois dernièrement, alors du coup le dernier intérêt SP dont je vais parler, c'est la photo. J'ai toujours aimé faire des photos, mais il y a 5 ans je me suis dit en fait tu vas t'acheter un appareil et tu vas vraiment faire de la photo et là c'est depuis 3 semaines je suis vraiment à fond de photos et je passe des heures. L'autre jour j'ai passé 4 heures à checker, à gérer mes photos, sur mes photos, et en fait j'ai l'impression que ça faisait 5 minutes que j'étais dessus, tu vois, et à un moment je fais ah putain, en fait ça fait 4 heures que je suis dessus, ah putain mais j'ai envie de faire pipi, ah putain en fait j'ai pas mangé. Et ça, la photo, il y a un côté aussi tu vois, qui me met dans ma bulle, et un côté refuge, hein. Tu parlais du refuge tout à l'heure, il y a vraiment un côté refuge, et en même temps un côté ça me met dans ma réalité, tu vois, que je retrouve pas en fait dans mon environnement. Là du coup je le crée, enfin j'ai toujours il y a un truc aussi, la suspension que je retrouve dans la danse, je la retrouve aussi dans la photo, ce côté suspension, tu vois, et ce côté respiration, et ce côté ok en fait je me mets en pause de toute cette surcharge émotionnelle, sensorielle. Il y a un truc de repos mental quand même dans l'intérêt spécifique, quoi, qui est là. T'as dit le mot bulle, c'est exactement ça. En fait, on se met dans sa bulle, donc c'est une façon de s'extirper un petit peu de notre quotidien et du monde. Et puis, des fois, c'est juste, ça fait du bien, quoi. C'est ce qui peut nous relier aux gens, et c'est ce qui peut aussi nous couper des gens. Enfin, on parle d'être dans sa bulle, mais c'est pas que ça non plus, tu vois. C'est aussi ce qui nous rapproche. Enfin, nous. C'est aussi ce qui nous a rapprochés, nos intérêts SP, en fait. C'est ça peut être des biais de rencontres aussi avec les gens. Tu vois, c'est aussi tout ça, les intérêts SP, en fait. Enfin, de partager ses intérêts, c'est de faire comprendre à la personne aussi que voilà, on l'intègre aussi dans nos vies, en fait. Que c'est aussi un outil de communication. Des fois aussi, on s'en rend pas compte, mais on est tellement à fond dans nos intérêts SP qu'on peut saouler les gens, en fait. On est là, on parle pendant 3 heures, on monologue, et en fait, on se rend pas du tout compte que la personne en face, elle est pas forcément du tout autant à fond sur le sujet. Et puis, parfois, les gens aussi peuvent avoir l'impression qu'on parle toujours des mêmes sujets, parce qu'en fait, c'est ces sujets-là qui nous intéressent, et nous, on pourrait en parler pendant des heures, 50 milliards de fois, et voilà, et on se rend pas forcément compte que les gens en face, pour eux, c'est pas pareil. Et un autre truc aussi, c'est que c'est vrai que nous... quand on parle pas de nos intérêts SP, on s'ennuie facilement dans les discussions, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal. Je me retrouve des fois dans des conversations avec des gens, surtout dans les groupes où ils parlent, je sais pas, de trucs classiques, quand les gens font la conversation, et leurs enfants et la maison et je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, je m'ennuie terriblement, quoi. Donc c'est dur de... très vite, si j'ai l'occasion de basculer sur un de mes intérêts SP, j'y vais à fond, quoi. Ça se dit pas, le jour, la nuit, n'importe quand, n'importe quoi. Ça se dit pas, t'en reviens pas. Ça se dit pas, t'as les crocs ou pas. Ça se dit pas, ouh là 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 là.
fait, les intérêts spécifiques, même s'ils changent, même s'ils évoluent, alors il y en a qui restent toute la vie, hein, mais ça peut pas, en fait, nous lasser parce que ça fait partie de nous, en fait. Ça fait vraiment partie de nous. C'est fou, hein, mais c'est un ressenti. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Je sais pas. C'est comme si c'était un bout de ma chair enfin, tu vois, c'est en moi, quoi, vraiment. Du coup, ça vit, en fait. C'est un intérêt spécifique, c'est vivant. Et en même temps, c'est complètement intemporel et... Après, moi, j'ai l'impression que mes intérêts spécifiques, ils sont assez constants quand même. Alors, en fait, ils sont liés à plein d'autres choses, à plein d'autres domaines. C'est ce qui fait que c'est jamais... que je m'en lasse pas et que c'est jamais ennuyeux. Mais je peux pas dire... Enfin, je vais pas... A priori, je suis pas dans un fonctionnement où je vais pas me révéler une passion demain pour un truc complètement, tu vois... Pour le dendrolague de Machi, espèce endémique de la Nouvelle-Guinée. Pour le monocycle, qu'on appelle aussi la gyroroue ou la monoroue. Pour la confection de dinosaures en tricot. Enfin, tout est possible, hein, mais je veux dire, ils sont assez constants quand même, hein, mes intérêts spé. Oui, mais tu vois ce que tu dis, en fait, les intérêts spé qu'on avait quand on était enfant, il y en a qui restent, et qui nous animent vraiment dans le quotidien toujours autant, et qu'on alimente toujours, en fait, et qui nous alimentent toujours. Mais enfin, forcément, vu que c'est relié à l'identité, il y en a, en fait, qui ne sont plus aussi présents, en fait, au quotidien, parce que l'identité a évolué et qu'ils ont permis cette évolution de l'identité, justement, et que du coup, voilà, on est allé chercher d'autres choses, en fait, pour continuer nos évolutions. Sauf que, tu vois, quand on se rappelle ses intérêts quand on était enfant, c'est toujours plaisant parce que ça fait toujours partie de nous, en fait. Et ça reste des bases, en fait. Et à la différence des personnes alistes, nous, ça va vraiment impacter notre psyché et notre état psychique, quoi. Et physique. C'est un besoin, quoi. C'est un réel besoin. Et souvent parce que les intérêts spécifiques, en fait, ils sont reliés à la notion d'acquérir, en fait, aussi des connaissances, des compétences qui vont nous servir à fonctionner, en fait. Et pour la plupart des autistes, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre d'autistes qui ont comme intérêt spécifique la compréhension du comportement humain. Enfin, voilà, ça dit ce que ça dit, quoi. Du coup, c'est super important pour nous. Enfin, c'est vital, en fait. Et comment faire comprendre ça à des gens qui le vivent pas? Pour moi, c'est impossible, quoi. À la fois c'est du repos parce qu'on se repose du monde, et en même temps c'est pas complètement du repos parce que quand tu fais de la photo ou quand je fais du montage, on est quand même en hyper focus sur un truc, et en vrai c'est fatigant. Quand j'ai passé des heures sur l'ordinateur, et toi pareil, en vrai c'est pas du vrai repos pour le corps non plus. Il y a différents repos, en fait. Ça. Il y a le repos mental, il y a le repos sensoriel, le repos émotionnel, le repos physique. Et pour le coup, le repos physique, on l'a pas du tout, en fait, dans ces moments-là. Et surtout, ce qu'on a beaucoup, c'est le repos social. Oui, c'est ça, en fait. Ça. Je crois que c'est surtout ça. Et sensoriel, et moi, beaucoup émotionnel aussi, quand même. Hein. J'avoue, quand je me mets sur mes photos... Oui, ça stabilise, ça pose. C'est ça. Un autre truc dont on peut parler, c'est le fait que quand on n'a pas... Enfin, moi, en fait, quand du coup, mon mental... Quand j'investis pas des sujets qui sont mes intérêts spé, en fait, de toute mon énergie,
j'ai quand même une hyperactivité et du coup cette hyperactivité, cette énergie va elle va se greffer en fait déjà elle va devenir de l'anxiété si elle n'est pas sublimée en fait, l'énergie va devenir anxiété. C'est ça. Et l'anxiété en fait du coup liée à l'hyperactivité mentale va faire que je vais m'axer et ruminer en fait sur des sujets qui sont désagréables et très anxiogènes et les TOC en fait à ce moment-là vont exploser. Et puis alors les TOC c'est de l'obsession en fait, donc parce que les intéressés ça peut être considéré comme, enfin en fait les autistes TDAH on a quand même une personnalité un peu obsessionnelle quoi, tu vois, on a un côté obsessionnel. Et alors ce qu'on disait c'est que d'un côté c'est contradictoire et compliqué à gérer, d'un autre côté on a de la chance aussi parce que on a le côté très impulsif du TDAH qui va se lancer comme ça dans des tâches ou dans des projets ou qui va avoir une impulsion sociale, etc. Et en même temps, le côté autiste qui va un peu poser... qui va cadrer voilà, le truc, par rapport peut-être à une personne qui n'est que TDAH, entre guillemets, le côté autiste va quand même cadrer ça et poser ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on est un peu tiraillé en permanence entre ces deux tendances. Oui, et qu'au final, ça fatigue aussi. Et que, mine de rien, il y a aussi un côté... Mais c'est quand même hyper important de se rendre compte de ça, de cette hyperactivité cérébrale, parce que tu te rends compte, à partir du moment où tu as conscience que, en fait, si tu laisses cette hyperactivité cérébrale dérailler, en fait, elle va aller se fixer sur des trucs anxiogènes, etc. En fait, quand tu as conscience de ça et que tu connais le rôle des intéressés et du STEAM, etc., c'est quand même vachement important parce qu'une fois que tu as ces outils-là, et pourtant ces outils, moi je les ai depuis toujours, tu vois. Mais j'ai quand même développé du TOC, donc il y a un truc qui fait que... C'est pas pareil de les avoir, moi aussi je les avais depuis l'enfance. Et de comprendre leur rôle. Et une fois et du coup de pouvoir les utiliser, justement... en conscience. Moi je commence tout juste à faire ça. C'est ça. Et ça change tout. Non mais déjà, quand tu as compris que ton hyperactivité cérébrale, si elle n'était pas focus sur quelque chose, elle générait de l'anxiété et du stress. Déjà, une fois que tu as compris ça c'est énorme. Et que tu as compris que tes intéressés pouvaient aider à poser ça, c'est déjà énorme. Mais moi j'ai compris ça l'année dernière. C'est déjà énorme. Enfin, en cours de diagnostic, j'ai compris ça. Mais moi en fait, j'ai de la chance, c'est que je l'ai toujours fait naturellement. Mais parce que j'étais... Mais moi aussi, je pense. Mais après, parce que moi, j'ai fait des études d'art et que du coup, finalement, mon travail est devenu ça. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, j'allais parler de travail, justement. Parce que moi, du coup, à quel moment aussi, je n'ai plus pu me servir de mes intéressés pour me réguler. C'est quand je suis tombée en burn-out, en fait. Et quand tu tombes, et j'en ai fait plusieurs des burn-out dans ma vie, et quand tu tombes en burn-out, tu n'as plus l'énergie, en fait, de faire quoi que ce soit. Et quand tu n'as pas l'énergie d'aller dans des intéressés, c'est très 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 douloureux parce que tu n'as plus aucun moyen de régulation en fait. Oui, puis sans compter que moi je me souviens aussi quand tu travaillais, t'avais pas le temps non, c'est de te consacrer, enfin même sans parler du burn-out. Alors avant, j'avais pas le temps parce que je travaillais et du coup et puis bon, quand je travaillais, j'étais dans l'administration de compagnie et au début, je donnais mes cours de danse. Je dansais en fait et puis en fait, j'avais pas l'énergie, j'ai cru voir un loup. Non mais tout va bien. C'est une poubelle. Mais comment ça... Bah oui, mais on est entre chien et loup là. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, expression. Moi, c'est l'heure que j'adore. Moi aussi. Bravo, mais j'aime pas le mot. Le crépuscule, c'est un moche mot pour quelque chose de si beau. T'aimes bien ce mot, crépuscule ? J'aime surtout ce que ça veut dire. Oui. Non, mais le mot en soi. J'ai jamais posé la question. Oh, ça me fait penser à groupuscule déjà. C'est pas terrible. Et à pustule. Enfin, bref. C'est vrai que les mots en hul en général, c'est pas... À part ulule. Bref, je disais quoi ? Ça a peut-être un lien avec le crépuscule parce que quand même... Peut-être. Tu vois. En fait, mon travail me demandait tellement d'efforts d'adaptation et que ça me correspondait tellement pas que en fait, j'ai dû focaliser toute mon énergie là-dessus et que ça m'a fait tomber en burn-out et que du coup, j'ai plus du tout pu faire ce que je faisais, quoi. Écoutez, heureusement, on avait quand même le podcast, et que du coup, on discutait de psychologie et tout ça. Ça, heureusement. Mais quand on peut pas, qu'est-ce qui se passe quand on nous retire ces intéressés et
possibilité de moi, régulation, c'est très compliqué. Même au-delà de la régulation, moi, tu m'enlèves mes intéressés, tu m'enlèves le sens de ma vie. Mais oui, c'est ça, c'est que tu ça fait tellement sens de ma vie, pour nous, en fait. C'est pas une passion, tu vois. C'est encore une fois, on parlait du steaming, que c'était une façon d'appréhender la vie et notre environnement, mais les intéressés, c'est exactement pareil. C'est ça. Ça fait tellement sens pour nous, en fait. Je crois qu'en fait, pour moi, un intéressé, c'est un steam en soi. Il y a un autre intéressé que j'ai pas cité, mais parce que je sais pas pourquoi, j'y pense pas souvent, alors qu'en fait c'est un truc qui rythme ma vie tous les jours, c'est la musique en fait. La musique, c'est un putain d'intéressé. Oui, c'est vrai que je pourrais aussi... Mais bien sûr. Je pourrais aussi dire pareil, c'est vrai. Bien sûr, et d'ailleurs on échange souvent, depuis toujours, on s'échange du son. Tu fais de la création son pour le podcast aussi, mais j'ai tellement besoin j'ai toujours eu des musiciens autour de moi, musiciennes, j'ai travaillé avec des musiciens. Sans musique, c'est pas possible, quoi. Mais parce que dans la musique, il y a aussi ce souci du détail. Enfin, toi et moi, je pense qu'on a un truc en commun dans ce qu'on aime dans la musique, c'est ce truc du détail, quoi. Et par exemple, mais ça, c'est pareil, quand il y a plusieurs intéressés qui se chevauchent. Enfin, tu vois, la danse orientale, la danse égyptienne, et la musique égyptienne, il y a une richesse au niveau des détails et des... Enfin, c'est énorme, quoi. Je pense que j'ai jamais vu la musique comme un intéressé parce que c'est tellement répandu. Il y a tellement de gens qui aiment la musique, qui écoutent de la musique, etc. Oui, c'est super commun. Voilà, pour le coup, c'est un intéressé hyper commun. Mais c'est vrai que c'est marrant, comme moi, j'ai remarqué que t'as plein de gens qui écoutent énormément de musique quand ils sont ados, par exemple, et qui, plus les années passent, moins ils en écoutent. Et ben moi, je n'ai jamais arrêté, en fait. Et d'ailleurs, on écoute aussi... moi, j'écoute toujours... beaucoup des mêmes musiques que j'écoutais quand j'étais enfant ou ado, et même si ça a évolué. Moi, j'écoute tout. J'écoute vraiment... Mais moi aussi. Mais en fait, on a quand même une certaine exigence. Moi, je steam sur la musique. Bah oui. Pendant des heures. Bah oui, moi aussi. Et la rencontre de mes deux steams... musique et lacet. C'est ça crée une... Bah moi c'est musique et danse, tu vois. Mais voilà, mais ça on le disait qu'en fait les intéressés sont aussi du steam en fait. Ouais. De l'autostimulation. Plus quoi. Mine de rien, je pense que j'ai une bonne connaissance musicale, tu vois. Bah moi aussi du coup, parce qu'au fil des années j'ai quand même acquis une certaine culture musicale. Bah oui, c'est ça. Mais donc oui, quelle chance d'avoir tout ça dans nos vies. C'est clair. Quand même. Maintenant, il faut l'énergie de le vivre. Il faut pouvoir aussi l'assumer dans un système qui... C'est pas c'est pas la priorité de ce monde, en fait. Donc aussi assumer, essayer de trouver les moyens de vivre son rythme, de vivre ces choses-là, quoi. Mais bon, de toute façon, on le fait, quoi. Oui. Oh putain, faut que j'aille me coucher, quoi. Ça fait je sais pas combien de temps que j'écoute les messages et que je fais un premier classement. Je suis fracassée. Pourquoi toutes ces couleurs, ces formes différentes Et derrière, ça fait des heures qu'il y a des documentaires animaliers qui tournent, mais je pense qu'en fait, je suis en mode intéressé, Steam, pour réguler la journée horrible, quoi. L'arlequin de Guyenne, dont les pattes rappellent celles d'une araignée, est particulièrement coloré. Est-ce que tu savais qu'en Nouvelle-Zélande, quand ils parlent du kiwi, le fruit, ils disent toujours kiwi fruit. Si tu rajoutes pas le fruit à la fin, c'est que tu parles du kiwi, l'animal. Donc si tu dis I ate a kiwi, ben tu dis j'ai mangé un kiwi, l'oiseau, quoi. Il faut dire kiwi fruit. Est-ce que tu savais que la hyène femelle a 3 fois plus de testostérone que la hyène mâle?
Donc leur truc débile, là, leur argument biologique, là, mes couilles. Hein. Mais tout ça? Oui, qu'est-ce que je peux ne pas faire pour vous? Ça se dit pas. Mon téléphone, il a voulu écrire Euro Disney au lieu de neurodiversité. Ça ne se dit pas.